Pour le deuxième symposium, j'appelle mon ami professeur Abidi pour nous parler de la place de l'azithromycine injectable dans le traitement de pneumopathie communautaire aiguë. Donc, comme vous savez, c'est la première molécule macrolide qui a été commercialisée dans notre pays, donc qui nous a rendu énormément d'avantages pour traiter et pour lever le pied sur d'autres antibiotiques qu'on a consommés chez plusieurs malades. À vous la parole, professeur Abedi. Merci, c'est Hamid. Mesdames et messieurs, bonjour. Je remercie tout d'abord le comité d'organisation de la MARF et bien sûr son président, c'est Adnan, pour l'invitation. Et moi, je vais continuer sur le même topic, à savoir les pneumopathies. Le matin, c'était les pneumopathies liées aux soins. Puis par la suite, l'intérêt des PCR multiplex dans le diagnostic des pneumopathies, aussi bien communautaires et nosocomiales. Et je vais partager avec vous la place de l'azithromycine dans le traitement des pneumopathies communautaires aiguës sévères en réanimation. Je déclare que j'ai un conflit d'intérêt avec la société d'Almanis. Comme vous le savez, l'azithromycine appartient à la famille des macrolides de deuxième génération. C'est un antibactérien à large spectre. Et bien sûr, il a été découvert et synthétisé à partir de l'érythromycine dans le début des années 80. Aussi, je ne vais pas vous apprendre qu'il a un effet antibactérien, un effet bactériostatique et aussi un effet immunomodulateur. Et tout le monde a utilisé l'azithromycine dans la prise en charge des infections à SARS-CoV-2, malgré que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de niveau de preuve scientifique élevé qui montre l'intérêt de l'azithromycine. Alors, son mécanisme antibactérien réside dans l'inhibition de la synthèse protéique, en l'occurrence la sous-unité ribosomique 50S, et la formation de la chaîne polypeptidique. Par conséquent, il permet l'inhibition de la croissance bactérienne, l'inhibition de la détection du quorum bactérien, mais aussi il y a d'autres études expérimentales qui ont montré qu'il inhibe la formation du biofilm, en l'occurrence du Pseudomonas aeruginosa. Son action immunomodulatrice, il y a deux phases. La première phase aiguë commence dans les heures qui suivent, bien sûr, l'administration. Elle correspond à l'inhibition de l'inflammation par deux mécanismes principaux, à savoir la réduction de la synthèse des médiateurs pro-inflammatoires, mais aussi la réduction de la migration des polynucléaires neutrophiles, des macrophages et autres. La phase tardive correspond à la résolution de l'inflammation chronique, essentiellement par l'inhibition des cellules T1 helper qui vont être modifiées vers les cellules T2. Et on sait que les cellules T2 participent à l'amélioration et à la réparation tissulaire. Donc c'est pour cela que l'azithromycine, dans les années 80, elle a été proposée dans le traitement des bronchopnéopathies chroniques obstructives, dans l'asthme aigu grave, parce qu'il inhibe l'hypersécrétion de mucus et également l'hyperréactivité bronchique. Quel est le spectre d'activité de l'azithromycine? Je ne vais pas vous apprendre ça. Dans le cadre du traitement de la pneumonie, il agit sur le streptocoque pneumoniae, l'hémophilus influenzae, le Moraxella catarrhalis, le chlamydier, le Legionella pneumophila, le mycoplasme et le staphylocoque aureus. Dans le cadre, bien sûr, il a une indication dans le traitement de la maladie inflammatoire, c'est sur le chlamydia trachomatis, le Neisseria gonorrhoeae et le mycoplasme hominis. Alors, à quelle posologie on peut utiliser l'azithromycine? C'est par voie intraveineuse. C'est la posologie recommandée, c'est 500 mg par jour. La durée reste très débattue, excusez-moi. Est-ce qu'on utilise 3 à 5 jours? Est-ce qu'on utilise 7 à 10 jours? Il n'y a pas de réponse jusqu'à maintenant. Ça dépend de l'état clinique.
Et dès que le patient va bien, on peut passer à la voie orale à partir du 3e jour, 4e jour. Information très importante, ça dépend des modalités d'administration. Pour que l'azithromycine soit efficace, il faut bien sûr diluer le produit, soit dans le sérum salé ou dans le sérum glucosé. Si vous utilisez 500 ml, il faut le perfuser sur 3 heures. Si vous utilisez 250 ml, il faut le perfuser en 1 heure. Alors, quelles sont les contre-indications de l'azithromycine par voie intraveineuse? Première contre-indication, si le patient a présenté déjà une hypersensibilité aux macrolides ou aux kétolides, si le patient a une insuffisance hépatique sévère ou bien un syndrome de cholestase hépatique, et troisième contre-indication, en cas de colite pseudomembraneuse. Toutefois, il faut faire très attention aux interactions médicamenteuses. Lorsque vous utilisez en association l'azithromycine par voie intraveineuse avec les dérivés de l'ergot de seigle et avec la colchicine, c'est une contre-indication absolue. Il faut surveiller par contre le patient quand vous utilisez des médicaments allongeant le QT, quand vous utilisez la simvastatine, l'atorvastatine, les antivitamines K, la digoxine ou bien la cyclosporine. Également, faites très attention en évaluant chez le patient que vous allez utiliser l'azithromycine, est-ce qu'il a des facteurs qui majorent le risque d'allongement de QT. Et donc, je remercie le professeur Alaoui qui m'a prêté cette slide, qui a travaillé au cours de la Covid sur les facteurs majorant le risque d'allongement du QT lorsqu'on utilise l'azithromycine. Donc vous avez toute une liste de facteurs, à savoir l'âge, le sexe, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque, les troubles hydrolytiques, hypocalémie, hypomagnésémie, hypocalcémie, et traitement par les diurétiques, les bradycardies, et je passe. Donc faites très attention quand vous utilisez l'azithromycine, bien sûr, pour le risque d'allongement de QT. Sur le plan pharmacocinétique, il n'y avait pas d'études in vitro ni in vivo disponibles et effectuées concernant le métabolisme, mais il faut savoir que l'élimination, elle est essentiellement biliaire, seulement 5% est éliminé par voie rénale, donc il n'y a pas d'adaptation quand on a une insuffisance rénale. Toujours sur le plan pharmacocinétique, plusieurs études animales ont été faites. Je voulais partager avec vous une étude très récente faite par une étude japonaise qui a essayé de voir et de comparer la pharmacocinétique et la concentration plasmatique de l'azithromycine versus les deux autres molécules de macrolides, à savoir l'érythromycine et la clarithromycine. Donc, ils ont pris des lots de rats, ils ont injecté l'azithromycine ou bien perfusé l'azithromycine à 10 mg par kilo. Puis la même équipe a essayé de comparer, en publiant un article en 2020, l'azithromycine à 10 mg par kilo à l'érythromycine à la dose de 5 mg par kilo, à la clarithromycine à la dose de 20 mg par kilo. Et donc, comme vous voyez sur le premier graphique, quand on perfuse l'azithromycine à 10 mg par kilo, l'azithromycine reste détectable jusqu'à 72 heures. Par contre, quand on perfuse l'érythromycine et la clarithromycine, les deux molécules ne restent pas indétectables à partir de la 8e heure. Dans les deux études également, la même équipe a essayé de voir et d'évaluer la diffusion tissulaire de l'azithromycine, aussi bien au niveau hépatique, rénal, pulmonaire, musculaire et cutané, bien sûr en comparant l'érythromycine à la clarithromycine, à l'azithromycine aux mêmes posologies. Et le constat, c'est que les concentrations tissulaires des 3 macrolides restent élevées par rapport à ceux plasmatiques, représentés ici par cette courbe en trait plein. Deuxième résultat, c'est le fait que l'érythromycine, la concentration tissulaire de l'érythromycine reste la plus basse et reste indétectable à partir de la 8e heure. Troisième résultat intéressant, c'est que le fait que les concentrations tissulaires de l'érythromycine restent très élevées par rapport à la clarithromycine et à l'azithromycine, surtout au niveau des macrophages alvéolaires. Donc, quand on résume ces caractéristiques pharmacocinétiques dans ces études animales, on voit bien que l'azithromycine
a une demi-vie qui reste très allongée et un volume de distribution qui est également très important, en moyenne de 68 litres par kilo. Qu'en est-il chez les volontaires sains? Donc, j'ai pris cette étude, c'est la meilleure étude que j'ai trouvée, qui a été publiée, très ancienne, ça remonte à une vingtaine d'années, où les auteurs ont comparé cette fois-ci la lévofloxacine par voie intraveineuse versus la zithromycine par voie intraveineuse au niveau plasmatique, mais aussi au niveau bronchopulmonaire. Et comme vous le voyez sur ce graphique qui représente la concentration plasmatique après la perfusion de la lévofloxacine par 500 mg, la lévofloxacine 750 mg et la zithromycine à la dose de 500 mg, il a été démontré que les concentrations plasmatiques de la lévofloxacine après la perfusion restent significativement plus élevées que celles de l'administration de la zithromycine, et ça durant les 24 heures. Au niveau du macrophage alvéolaire, c'est le résultat et les contraires. On voit bien que après la perfusion de la zithromycine à la dose de 500 mg, on voit bien que les concentrations tissulaires restent significativement plus élevées au niveau du macrophage alvéolaire. Et donc, la conclusion, c'est qu'il y a une accumulation de la zithromycine aussi importante au niveau des macrophages alvéolaires, peut-être qui peut expliquer un petit peu l'efficacité de la zithromycine dans les pneumopathies communautaires. Alors, la place de la zithromycine en réanimation, vous la connaissez, c'est plus les pneumopathies communautaires graves en association avec les bêta-lactamines. Dans la vraie vie, quelles sont les études qui ont montré ça? J'ai trouvé la seule étude prospective qui a essayé de comparer la zithromycine aux autres macrolides en association avec les céphalosporines de troisième génération. Elle a été publiée en 2007. C'est une étude randomisée, prospective, qui avait inclus les pneumopathies communautaires aiguës, modérées à sévères, et les auteurs ont comparé les trois molécules à la dose l'azithromycine 500 mg, la clarithromycine 502 fois par jour et l'érythromycine 503 fois par jour, bien sûr en association avec la ceftriaxone pendant 2-5 jours intraveineuse, puis le relais par la voie orale. Le résultat de cette étude, comme ce graphique le montre, en termes de critères de jugement principal, à savoir le succès clinique, comme vous le voyez, que ce soit à la fin du traitement ou bien, aussi bien qu'à la fin de l'étude, il n'y avait pas de différence significative entre l'association azithromycine-ceftriaxone versus association autre macrolide plus ceftriaxone. En termes de critères de jugement secondaire, à savoir la cure, l'éradication bactériologique chez la population en intention de traiter, le succès clinique chez les patients en fonction de l'étiologie microbienne, aussi bien le succès clinique chez les patients qui avaient un pathogène atypique, et quatrième chose, en termes de succès clinique chez les patients qui avaient une bactériémie positive à la pneumopathie. Donc il n'y avait pas de différence significative dans cette étude, que ce soit à la fin de l'étude ou bien à la fin du traitement entre l'azithromycine et les autres macrolides. Une deuxième étude, une revue de la littérature qui a été publiée l'an dernier, qui a essayé de voir et de comparer l'azithromycine à la clarithromycine en association avec les bêta-lactamines. 7 études ont été incluses. Ici, la même chose, on voit bien que le succès thérapeutique n'était pas différent quand on utilise l'azithromycine versus la clarithromycine en association avec les bêta-lactamines. Aussi bien, la durée de 6 jours était presque similaire dans les deux protocoles thérapeutiques. Cet article, j'ai trouvé aussi important et les auteurs ont posé la question: est-ce que l'utilisation de l'azithromycine dans le sepsis chez les patients avec ou sans pneumopathie permet d'améliorer le pronostic des patients? C'est une étude rétrospective qui avait inclus 105 patients avec sepsis sévère. 31 de patients ont été dans le groupe sepsis sévère, intubés, ventilés, sans pneumonie. 74 patients ont été inclus dans le groupe sepsis sévère, intubé ventilé, avec pneumonie, bien sûr. Alors, le résultat en analyse multivariée,
lorsqu'ils ont évalué le critère de jugement principal, à savoir le nombre de jours sans hospitalisation en réanimation, après ajustement sur les facteurs confondants, à savoir l'âge, la gravité, ils ont montré que l'utilisation de l'azithromycine était associée à une réduction, et ceci d'une façon significative, du nombre de jours en réanimation en termes de critères de jugement secondaire, c'est-à-dire le nombre de jours sans ventilation mécanique. Là aussi, l'utilisation de l'azithromycine, bien sûr, en association avec les bêta-lactamines, il y avait une réduction de nombre de jours sans ventilation mécanique, mais sans qu'ils atteignent le seuil de significativité. Est-ce qu'il y a un impact sur la mortalité lorsqu'on utilise l'azithromycine versus les autres molécules, qu'elles soient les autres macrolides ou les fluoroquinolones? Étude publiée en 2010, une étude qui a été faite bien sur le plan méthodologique, qui a essayé de voir chez les patients intubés ventilés et de comparer, bien sûr, les C3G plus macrolides versus les autres macrolides, versus les fluoroquinolones. Et donc, en termes de survie, les patients qui avaient reçu les macrolides, qu'ils soient l'azithromycine, l'érythromycine ou la clarithromycine, avaient un taux de survie significativement plus bas par rapport aux patients qui ont reçu des fluoroquinolones en association avec les bêta-lactamines. Après, les auteurs ont regardé le sous-groupe de patients qui avaient présenté un sepsis sévère, voire un choc septique. Le même résultat a été obtenu, réduction de la mortalité chez les patients qui ont reçu les macrolides, et ceci d'une façon significative. Dernière étude, c'est une méta-analyse qui a été publiée en 2017, qui a essayé de voir est-ce qu'il y a un impact des macrolides sur la mortalité lorsqu'ils sont associés avec les bêta-lactamines. Là aussi, il a été démontré que l'utilisation des fluoroquinolones avec les bêta-lactamines était responsable d'une surmortalité. Certes, cette surmortalité, il y avait une tendance, elle n'a pas été démontré l'impact de l'utilisation des macrolides sur la mortalité. C'est une étude intéressante espagnole qui a été publiée en 2017, où les auteurs ont essayé de voir est-ce qu'il y a un impact de l'utilisation des macrolides en association avec les bêta-lactamines, cette fois-ci en stratifiant les patients en fonction de l'étiologie de la pneumopathie microbienne et en fonction de la CRP. Alors, c'est une étude prospective espagnole qui avait inclus 392 patients, 23 patients de réanimation. Là, vous avez le flowchart de l'étude. L'azithromycine, l'association des bêta-lactamines avec l'azithromycine a été utilisée chez 81% des patients. Le résultat principal, à savoir la mortalité à 30 jours, si on prend l'ensemble de la population, était significativement réduite lorsque les patients ont reçu les macrolides plus les bêta-lactamines. Lorsqu'on stratifie chez les patients sur le type de microbienne, à savoir la pneumopathie à pneumocoque et le taux de CRP qui était supérieur à 150 mg par litre, là aussi, le même résultat, réduction significative de la mortalité. Et lorsqu'on prend les deux critères, là aussi, il y avait une réduction de la mortalité chez les patients qui ont reçu les macrolides plus les bêta-lactamines. Les dernières recommandations, c'est de l'ATS et de l'ITSA, qui recommandent, en cas de pneumopathie communautaire sévère en réanimation, bien sûr, sans facteur de risque de Pseudomonas aeruginosa, sans facteur de risque de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, c'est les bêta-lactamines plus les macrolides, que ce soit l'azithromycine ou la clarithromycine, recommandation forte, niveau de preuve modéré, ou bien les bêta-lactamines plus les fluoroquinolones respiratoires avec une recommandation forte, mais avec un niveau de preuve bas. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'essais cliniques ou des essais cliniques qui ont montré la supériorité des macrolides versus les fluoroquinolones ou bien de l'azithromycine versus les autres macrolides. Est-ce qu'il y a des essais cliniques en cours? Oui, il y a une grande étude qui est en train de se faire. C'est l'étude REMAP-CAP, où il y a plusieurs essais cliniques dans plusieurs domaines,
à savoir l'antibiothérapie, les antiviraux, l'intérêt de la corticothérapie, l'intérêt de la ventilation mécanique. Et dans le domaine des antibiotiques de ces essais cliniques, il y a le domaine de l'antibiothérapie. Donc ils sont en train d'essayer plusieurs protocoles thérapeutiques. Vous avez là tous les protocoles thérapeutiques. Macrolide, association au C3G, ou fluoroquinolone, association au C3G, bien sûr, avec l'utilisation de l'azithromycine par voie intraveineuse et le relais par voie orale. Également, ils sont en train de faire un grand essai clinique sur la durée de l'antibiothérapie. Est-ce qu'on va rester sur une durée courte ou bien une durée longue? Donc on aura les résultats dans les prochaines années. Je termine pour dire que l'azithromycine a un effet bactériostatique et immunomodulateur. Dans réanimation, c'est plus les pneumopathies communautaires sévères. Selon les propriétés pharmacocinétiques qu'on vient de voir, on a l'impression que l'azithromycine par voie intraveineuse est les meilleure par rapport aux autres macrolides, voire les fluoroquinolones. Néanmoins, il faut qu'on attende les résultats des essais cliniques pour déterminer et répondre à notre question en termes d'efficacité, sécurité et l'impact sur la mortalité. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Abidi, pour ce topo qui est bien clair, qui a apporté des réponses à plusieurs questions qu'on se pose pour l'utilité de cet antibiotique. Et on remercie aussi les laboratoires Amanis pour leur engagement pour apporter ce médicament dans nos hôpitaux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Merci, professeur Abidi, pour la qualité de cet exposé. Alors, j'ai deux questions. Une, la première, est-ce que vous pensez que l'utilisation un petit peu anarchique de l'azithromycine par voie orale durant la pandémie Covid pourrait affaiblir justement cet antibiotique durant les années à venir? Et la deuxième concerne une autre vertu thérapeutique de l'azithromycine, c'est l'accélération de la vidange gastrique dans les gastroparésies notamment. Plusieurs études suggèrent une supériorité même de l'azithromycine injectable par rapport à l'érythromycine. Est-ce que vous l'utilisez dans ce contexte-là aussi, dans cette indication-là ou pas? Merci beaucoup. Donc, je te remercie pour ces deux questions pertinentes. Donc, concernant la résistance à la surutilisation de l'azithromycine dans le cadre de ces 2 années de la Covid, j'ai demandé à mon collègue professeur Soli pour voir est-ce qu'ils ont fait un travail dans le cadre des bronchites chroniques, des pneumopathies. J'ai pas de réponse à ça. J'ai cherché dans la littérature, je n'ai pas trouvé des articles qui parlent d'une augmentation de la résistance, par exemple, au streptocoque pneumonie, à l'hémophilus influencée ou autre chose. Professeur Mahmoud, je ne sais pas, est-ce que vous avez des données à FES concernant ça? Pas encore. Alors, le deuxième, concernant l'utilisation de l'azithromycine comme vidange gastrique dans la motilité gastrique, oui, je suis tout à fait d'accord. Auparavant, c'était l'érythromycine qui était plus utilisée. Les dernières études, ils ont montré une supériorité de l'azithromycine. Non, on ne l'utilise pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de problèmes de motilité gastrique. Donc, on ne l'utilise pas dans ce cas de figure. Merci beaucoup, professeur Abidi. Donc,